Dans la période précédant ces discussions, nous avons eu, en particulier, le président du Brésil, Lula da Silva. Il a passé un appel de 40 minutes à Vladimir Poutine, juste après l'imposition de droits de douane majeurs sur le Brésil. Je voudrais simplement diffuser une vidéo de ces déclarations faites ces derniers jours concernant non seulement la manière dont les BRICS devraient réagir, mais aussi ce que les BRICS vont concrètement faire pour répondre à la guerre économique très agressive de Donald Trump. Voici. Nous pouvons discuter au sein des BRICS de la nécessité d'une monnaie d'échange entre nous, au sein des BRICS. Et ensuite, est-ce que vous reculez? Non, je ne recule pas parce que nous devons essayer. Si cela échoue, alors j'avais tort, mais il faudrait que quelqu'un me convainque que j'avais tort. Donc, il parle du dollar, puis il dit qu'il a parlé à tout le monde, du Brésil, enfin de la Chine, même de l'Europe. Et il va en fait annoncer qu'il va organiser, avec les BRICS, une téléconférence qui va discuter de ce que les BRICS peuvent faire, non seulement pour améliorer les relations entre tous les pays, mais aussi de la manière dont ils sont affectés par la guerre économique menée par Trump et les États-Unis. Alors, Ben, commençons par ceci. En quoi la guerre économique globale de Donald Trump et des États-Unis s'est-elle retournée contre eux? Parce que, tu sais, le dollar américain a commencé l'année en chute libre pendant les 6 premiers mois. Il est dans sa pire situation en termes de valeur par rapport à un panier de devises depuis 1973. Et je pense que tu es un étudiant en économie, mec. Tu sais ce qui s'est passé en 1973. Il y a eu une grande crise économique. Alors parle-nous de cela et de la façon dont tout cela se retourne contre eux en ce moment, de manière aussi spectaculaire. Oui, tu as soulevé tellement de points intéressants et il y a de nombreuses directions possibles pour cette discussion. Je vais mentionner brièvement quelques-uns des effets, puis j'entrerai dans les détails. Donc en résumé, ce que fait Donald Trump, c'est qu'il accélère le déclin de l'hégémonie américaine, un phénomène que l'on observe depuis des décennies avec la montée en puissance de la Chine en particulier, mais aussi de la Russie, de l'Iran et de l'Inde. Mais Trump appuie sur l'accélérateur et précipite ce processus. Il accélère également la dédollarisation, ce qui est ironique car Trump a constamment menacé les pays qui tentent de se dédollariser, qui cherchent des alternatives au dollar américain. Mais plus il impose de sanctions et de tarifs douaniers aux pays du monde entier, plus il les incite à chercher des alternatives au dollar américain. C'est pourquoi les BRICS essaient de créer de nouveaux mécanismes pour commercer dans leur monnaie locale. Ils investissent dans l'or et d'autres actifs, et les banques centrales du monde entier se débarrassent des bons du Trésor américain et achètent de l'or. C'est aussi ce que fait Trump. Ironiquement, plus il attaque les BRICS, plus il les renforce et met en évidence l'importance des BRICS, y compris parmi les maillons les plus faibles du groupe, comme l'Inde. Actuellement, le dirigeant de l'Inde, Narendra Modi, le premier ministre issu du parti nationaliste hindou de droite, le BJP, n'était pas l'un des cofondateurs des BRICS. C'est son prédécesseur, issu du Parti du Congrès national indien, plutôt centriste et de centre-gauche, qui a ses racines dans la lutte anticoloniale. Revenons à Nehru. Donc même si le Parti du Congrès en Inde s'est largement éloigné de ses racines anticoloniales et a pris un virage néolibéral, il garde tout de même ses racines dans cette tradition anticoloniale et nationaliste du tiers-monde. Ce sont eux qui ont rejoint les BRICS. Et puis quand Modi est arrivé, il était le dirigeant le plus pro-américain de l'histoire de l'Inde. Mais aujourd'hui, même Modi, à cause des politiques agressives de Trump envers l'Inde, est contraint de se rapprocher de la Chine. Et vous savez, l'Inde et la Russie ont toujours entretenu de très bonnes relations. Ainsi, Trump fait tout ce qu'il peut, ironiquement, pour accélérer la dédollarisation
et améliorer les relations entre l'Inde et la Chine, après des années durant lesquelles les présidents américains ont tenté de créer une scission, une rupture entre l'Inde et la Chine et d'exacerber ces relations. Et maintenant, bien sûr, il y a cette rencontre en Alaska entre Trump et Poutine. Trump dit depuis des mois qu'il va essayer de diviser la Chine et la Russie. Il a déclaré en octobre, lors d'une interview avec Tucker Carlson, qu'il était convaincu de pouvoir diviser la Chine et la Russie. En réalité, toutes ces politiques n'ont fait qu'encourager davantage la Chine et la Russie à se rapprocher, tandis que la Chine et l'Inde se rapprochent également. La Chine et la Russie ont désormais complètement dédollarisé leur commerce. Plus de 95% des échanges bilatéraux entre la Chine et la Russie se font dans leur monnaie nationale, le renminbi ou yuan et le rouble russe. Nous voyons également que le président chinois Xi Jinping s'est rendu à Moscou pour commémorer le 80e anniversaire de la défaite du fascisme lors de la Seconde Guerre mondiale. La Chine et la Russie ont publié une déclaration conjointe extrêmement longue, plus de 8000 mots une fois traduite en anglais. Dans cette déclaration, ils ont clairement indiqué qu'aucune tierce partie n'influencerait leurs relations. Ils ont souligné qu'aujourd'hui, Pékin et Moscou entretiennent les relations les plus étroites de leur histoire. Ils ont affirmé, en citant nommément les États-Unis, que les États-Unis ne pouvaient pas les diviser. Ainsi, tout ce que Trump dit vouloir faire échoue. Cela se retourne même contre lui. Et cela montre, j'ai toujours souligné que Trump accélère une tendance qui n'a pas commencé avec lui. Bien sûr, il y a certains libéraux et démocrates aux États-Unis qui aiment blâmer Trump. Il lui attribué Wismouth dit tout. Et tout cela revient à dire « tout va mal à cause de Trump ». Mais il existe une série de tendances que nous observons depuis des décennies, notamment la dédollarisation, le déclin de l'hégémonie américaine, la multipolarisation du monde et le Sud global qui cherche à créer des institutions alternatives donnant au Sud global, qui représente la majorité mondiale, davantage d'influence dans les affaires internationales. Et les États-Unis dominent tant d'organisations internationales. Ce sont donc des tendances qui n'ont pas commencé avec Trump. Mais je dois souligner encore une fois que tout ce qu'il fait avec ses attaques extrêmement agressives contre tant de pays, y compris des alliés historiques des États-Unis, ne fait qu'accélérer cette tendance. Tu sais, c'est quelque chose dont toi et moi, Danny, parlons tout le temps. Le monde de plus en plus multipolaire. Oui, et réagissez particulièrement à ce qu'a dit Lula, car il a mené une véritable offensive. Il a dit clairement que la Russie et la Chine étaient les premiers à qui il avait parlé de ses préoccupations, et que tous deux étaient très désireux de répondre à son appel. Il a affirmé que les BRICS devaient commencer à expérimenter une autre monnaie. Nous avons déjà évoqué à quel point cela est difficile. Mais en même temps, je pense que le simple fait d'avancer et de franchir ce pas représente en soi un immense défi et un point de pression important pour l'ensemble des BRICS et le reste du monde multipolaire, afin de prendre la dédollarisation encore plus au sérieux. Comment réagissez-vous à ces propos? Oui, il y a deux points principaux ici. L'un sur la dédollarisation et l'autre sur la politique brésilienne. Je vais commencer par la dédollarisation. Lula appelle à une alternative au dollar américain depuis de nombreuses années. Ce n'est pas nouveau, même s'il est devenu particulièrement vocal ces dernières années à cause de l'abus des sanctions et des tarifs par les États-Unis. Donc, même lorsque Biden était président, Lula s'est rendu en Chine et a prononcé un discours historique à la Banque des BRICS, la nouvelle banque de développement qui est basée à Shanghai. Et il a dit « Nous avons besoin d'une alternative au dollar américain ». Lula a déclaré « Chaque nuit, je reste éveillé. Je n'arrive pas à dormir parce que je pense à la façon dont nous pourrions créer une alternative au dollar. » Donc, ce n'est pas nouveau. Mais encore une fois,
Trump menace désormais le Brésil de manière flagrante. Le gouvernement américain viole de façon flagrante la souveraineté du Brésil, s'ingérant dans les affaires intérieures du pays. J'y reviendrai dans un instant, car Trump est allié à l'extrême droite au Brésil et à Bolsonaro, l'un des dirigeants les plus pro-américains et antinationalistes au monde. Je veux dire, l'idée que Bolsonaro soit un nationaliste est absurde. Il a littéralement vendu son pays aux États-Unis sur un plateau d'argent. C'est donc l'une des principales raisons pour lesquelles Trump essaie de s'ingérer contre Lula, car Lula est l'un des cofondateurs des BRICS. C'est quelque chose qui n'est pas souvent compris. Et surtout, il y a eu beaucoup de désinformation de la part des partisans de Trump parce qu'ils affirment, vous savez, que Trump lutte contre l'État profond. Et ils ont soutenu Bolsonaro, le dirigeant d'extrême droite au Brésil, qui encore une fois était l'un des dirigeants les plus pro-américains au monde. Bolsonaro organisait des rassemblements au Brésil en agitant le drapeau américain. C'est fou. Il était président et il organisait des événements, pas avec des diplomates américains. Bien sûr, lorsqu'on organise un événement avec un autre diplomate, il est d'usage d'avoir les deux drapeaux des deux pays. Non, Bolsonaro organisait des événements au Brésil en tant que président avec le drapeau américain. Je veux dire, c'est une marionnette des États-Unis. Et son fils, Eduardo Bolsonaro, vit maintenant aux États-Unis. Et Jair Bolsonaro, son père, a déclaré dans une interview que son fils voulait devenir citoyen américain. Il cherche à obtenir la citoyenneté américaine parce qu'il veut devenir politicien à Washington pour imposer des sanctions au Brésil. Ces gens sont des traîtres complets à leur pays. Lula, en revanche, vous savez, il y a cette désinformation, ces partisans de Trump prétendant que Lula serait soi-disant une marionnette mondialiste de George Soros. C'est absurde. Lula a toujours été, depuis qu'il est devenu président, il y a près de 20 ans. Il a toujours été un dirigeant nationaliste de gauche qui comprend que l'Amérique latine doit jouer un rôle important dans un monde multipolaire. Ainsi, à l'époque où Hugo Chavez était président du Venezuela, Lula collaborait avec le Venezuela et d'autres pays pour créer des alternatives comme la CELAC, la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, fondée comme alternative à l'Organisation des États américains, l'OEA, qui est basée à Washington et contrôlée par Washington. Je veux dire, Lula a toujours joué un rôle dans l'intégration latino-américaine. Maintenant, j'ai certes des critiques à formuler à l'égard de Lula. Par exemple, il a été très peu amical envers le Venezuela ces dernières années sous la présidence de Maduro. Et il a pris certaines mesures, selon moi, qui découragent en réalité l'intégration régionale latino-américaine, en attaquant également le Nicaragua. Je ne fais pas partie de ces personnes qui disent que Lula est sans défaut. Il en a certains. Je pense qu'il est tellement obsédé par cette idée de démocratie libérale et par le soi-disant autoritarisme. C'est comme une infection de cette version américaine du libéralisme que je considère comme très dangereuse dans le Sud global. Donc, je ne dis pas que Lula est sans faute. Mais en matière de politique étrangère, il a toujours reconnu que le Brésil est un pays immense, avec plus de 200 millions d'habitants. Il était autrefois, il a un peu décliné ces dernières années, à cause de tant d'ingérences américaines et du coup d'État contre Dilma Rousseff, du coup d'État contre Lula, de l'emprisonnement de Lula sur de fausses accusations en 2018 lors d'une opération soutenue par les États-Unis, ce qui a permis à Bolsonaro d'arriver au pouvoir en premier lieu. Donc, l'économie brésilienne est en crise depuis plusieurs années. Mais le Brésil, il y a seulement quelques années, était la 6e économie mondiale. Aujourd'hui, il est peut-être la 7e ou la 8e selon la façon dont on le mesure. C'est donc une grande puissance économique mondiale. Et Lula a toujours affirmé qu'il voulait que le Brésil et l'Amérique latine jouent un rôle clé dans un monde multipolaire. C'est pourquoi
il a cofondé les BRICS, même avant le retour de Poutine à la présidence. Lula était là en tant que cofondateur des BRICS. Donc encore une fois, ce que je dis ici, et je reviens à ce dont je parlais tout à l'heure, Danny, c'est que ce que fait Trump accélère des tendances qui étaient déjà en cours. Tout cela se produisait déjà, même quand Obama était président et quand Biden était président. Mais maintenant, Trump se montre très agressif. Il a imposé des droits de douane de 50% sur le Brésil. Il a imposé des sanctions contre des responsables brésiliens. Il a imposé des sanctions contre un juge de la Cour suprême brésilienne, parce que Bolsonaro a tenté un coup d'État, essayant d'utiliser l'armée pour renverser violemment le gouvernement après avoir perdu l'élection face à Lula en 2022. Il a donc tenté un coup d'État qui a échoué. Maintenant, il fait face à des conséquences juridiques, comme tout dirigeant qui tenterait un coup d'État en subirait dans n'importe quel pays du monde. Et maintenant, le gouvernement américain sanctionne le Brésil au nom d'un dirigeant politique brésilien contre le gouvernement démocratiquement élu du Brésil. C'est fou. C'est du pur impérialisme, flagrant et sans phare. Lula est donc encore plus virulent, affirmant que nous ne pouvons pas tolérer cet ordre dominé par les États-Unis. Il a prononcé un discours dans lequel il a déclaré que les États-Unis se prennent pour le shérif du monde, le policier du monde. Nous ne pouvons pas tolérer cela. Il dit que les États-Unis se considèrent comme l'empereur du monde. Nous ne voulons pas d'empereur. Cela encourage donc de nombreux autres pays à s'unir et à créer ces alternatives. Et bien sûr, les BRICS ont toujours été au cœur de cette tentative de créer des alternatives. Mais je pense que les BRICS ne représentent certainement pas la fin. On pourrait dire que c'est la fin du commencement. Nous entrons dans une nouvelle phase, mais ce n'est certainement pas le début de la fin. Un autre point rapide ici, à propos de la dédollarisation. Puis je te redonne la parole, Danny. Donc Lula dit qu'il veut créer une nouvelle monnaie, une monnaie de réserve pour régler les déséquilibres commerciaux. Cela fait en réalité de nombreuses années que ce sujet est évoqué. En fait, après la crise financière de 2008 aux États-Unis, qui a commencé à Wall Street et a dévasté de nombreuses économies à travers le monde, le gouverneur de la Banque centrale de Chine, la Banque populaire de Chine, a prononcé en 2009 un discours historique dans lequel il a également déclaré qu'il fallait repenser le système financier mondial dominé par le dollar américain. Il a évoqué l'idée de revenir au concept du Bancor, qui avait été introduit par le célèbre économiste britannique John Maynard Keynes lors de la conférence de Bretton Woods en 1944, lorsque le dollar est devenu le centre du système financier international. La Chine parle également publiquement de cette idée depuis au moins 16 ans. En privé, je suis sûr que la Chine en discute depuis encore plus longtemps. Bien sûr, 2009 est aussi une année importante, car c'est à ce moment-là que les BRICS ont été fondés. Donc, encore une fois, toutes ces discussions durent depuis de nombreuses années, mais Trump a rendu la question urgente. Et aussi, lorsque Biden était président en 2022, le gel des avoirs étrangers de la Russie, leurs réserves de change situées dans des institutions financières américaines et européennes, a eu lieu. La Russie possédait pour 300 milliards de dollars d'actifs américains et d'actifs libellés en euros. Et l'Occident a volé cela. Ils disent qu'ils les ont gelés. Ils prétendent ne pas les avoir volés, mais ils les ont volés. Et maintenant, ils versent les intérêts générés par ces fonds à l'Ukraine. Ça s'appelle du vol. Donc cet acte, ajouté à la crise financière de 2008, à l'abus des sanctions, et maintenant Trump qui impose des droits de douane à tant de pays, tous ces facteurs se sont conjugués pour rendre extrêmement clair, aux yeux des pays du monde entier, y compris même des alliés historiques des États-Unis, qu'ils ont désespérément besoin d'une alternative au dollar américain. Et ensuite,
on peut aborder la question de la dette publique américaine, du marché des bons du Trésor et tout ce qui s'ensuit. C'est tout simplement la tempête parfaite. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'élection de Donald Trump. Et je pense vraiment que dans 10 ou 20 ans, nous verrons un système financier international complètement différent. Trump, en quelque sorte, tout fait exploser. Ce qui est intéressant, comme je l'ai dit au début de l'émission pour introduire le sujet, c'est qu'il utilise les droits de douane comme des sanctions. Ce qui se passe, c'est que tous les grands pays des BRICS réagissent à ces droits de douane comme s'il s'agissait de sanctions. Car au fond, c'est exactement ce qu'ils font. Mais c'est presque comme une sanction inversée, car cela coupe ces pays du marché américain. Personne ne voudra envoyer ses marchandises aux États-Unis s'il doit payer, vous savez, n'importe quel montant arbitraire qui leur est imposé. Alors parlons de pourquoi cela se retourne contre eux. Cela conduit, même comme vous l'avez dit, Lula, malgré ses défauts, c'est un domaine où il est très fort. Et cela l'a poussé à prendre la tête, aux côtés des grandes puissances des BRICS, pour prendre le dollar encore plus au sérieux, comme si ce n'était pas déjà le cas. Qu'en pensez-vous? Pourquoi cela se produit-il? Oui, tu as raison de comparer les sanctions et les tarifs douaniers. Ils sont similaires, mais il y a des différences importantes. Donc, la façon dont j'aime expliquer cela aux gens, pour simplifier, c'est que l'utilisation des sanctions par le gouvernement américain ressemble à la manière dont Trump utilise les tarifs douaniers. Les deux sont des outils de guerre économique, mais ils fonctionnent différemment. Les sanctions empêchent d'autres pays d'accéder au système financier international dominé par le dollar américain. Les tarifs douaniers empêchent les pays d'accéder au marché américain, tu vois? Donc dans les deux cas, il s'agit d'utiliser l'influence des États-Unis sur le système financier international et le commerce international comme une arme, mais de façon différente. C'est quelque chose que les gens ne comprennent pas à propos de Cuba, tu vois? Parce que vous entendez, surtout de la part des anticommunistes de droite, qu'ils disent toujours que Cuba utilise le blocus et les sanctions des États-Unis comme excuse. Cuba peut simplement commercer avec d'autres pays. Ce n'est pas du tout aussi simple. En réalité, Cuba souffre d'un blocus illégal imposé par les États-Unis depuis plus de 60 ans. Depuis la révolution de 1959, lorsque le peuple cubain s'est soulevé et a renversé un dictateur fantoche soutenu par les États-Unis, il y a eu une révolution. Et les États-Unis ont répondu en imposant des sanctions, en tentant une invasion qui a échoué à la baie des Cochons, puis en imposant un blocus qui dure depuis plus de 60 ans. Et ensuite, les gens disent, bon d'accord, donc Cuba ne peut pas commercer avec les États-Unis. Pourquoi ne peuvent-ils pas simplement commercer avec d'autres pays? Eh bien, parce que beaucoup d'autres pays et entreprises ne veulent pas prendre le risque de commercer avec Cuba à cause du risque de sanctions secondaires. Si une entreprise turque commerce avec Cuba, elle risque d'être sanctionnée par le gouvernement américain, puis d'être exclue du système financier, ce qui signifie qu'elle ne peut plus commercer avec d'autres pays. Ainsi, de nombreuses entreprises et pays disent « Nous n'allons tout simplement pas commercer avec Cuba à cause du risque. C'est trop risqué. Ça n'en vaut pas la peine. C'est une petite économie. C'est une île. Il y a 10 millions d'habitants. Nous pouvons commercer avec d'autres pays. » Donc les gens cherchent à réduire les risques et les entreprises aussi. Il est extrêmement coûteux pour les compagnies d'assurance d'assurer le commerce avec Cuba. Voilà un petit exemple d'un phénomène plus large. Maintenant, si l'on remonte de quelques décennies à la Première Guerre froide, il n'y avait pas tant de pays sanctionnés par les États-Unis. Cependant, après la chute de l'Union soviétique en 1991, à la fin de la Première Guerre froide, les États-Unis ont commencé à recourir à d'autres formes de ce que l'on appelle la guerre hybride, donc la guerre non conventionnelle.
Cela inclut la guerre économique, la guerre financière, la cyberguerre, la guerre de l'information, la guerre psychologique, tant de façons différentes d'intervenir dans les affaires d'autres pays, d'imposer des changements de régime et des révolutions de couleur afin de maintenir l'hégémonie mondiale des États-Unis. Ainsi, les États-Unis ont commencé à abuser des sanctions, et surtout après le 11 septembre, l'administration Bush a considérablement augmenté le nombre de sanctions. Avant cela, les principaux pays sanctionnés étaient surtout Cuba, la RPDC, Corée du Nord et l'Iran. Eh bien, depuis cette époque, depuis Bush Jr., au cours des 2 dernières décennies, le pourcentage de pays sanctionnés par les États-Unis est passé à un tiers de tous les pays de la planète, y compris 60% des pays à faible revenu. Donc, tellement de pays ont été sanctionnés que cela les a en réalité poussés, les a encouragés à s'unir pour trouver des alternatives au système financier dominé par les États-Unis. Bien sûr, la Russie est aujourd'hui probablement le pays le plus sanctionné au monde. Auparavant, c'était la RPDC. Maintenant, c'est la Russie. Et ce qui est différent, bien sûr, c'est que la RPDC, Cuba, l'Iran, le Venezuela, ce sont des pays relativement petits, avec des économies relativement modestes. La Russie est un pays majeur, une grande puissance. Elle possède une économie importante. Donc le fait que la Russie soit désormais sanctionnée, et de plus en plus la Chine également, signifie que la Chine et la Russie collaborent avec ces pays et économies plus petits pour créer des alternatives. La Chine a développé son propre système de messagerie interbancaire, le CIPS, qui se développe chaque année. La Russie possède également son propre système de messagerie interbancaire. Ce sont des alternatives au système SWIFT, dominé par les États-Unis, qui est basé en Belgique, mais sur lequel les États-Unis exercent un contrôle. Les États-Unis ont utilisé les sanctions, comme je l'ai dit, pour empêcher certains pays d'accéder au système financier international, qu'ils ont eux-mêmes conçu. Ce système est dominé par les États-Unis et le dollar en constitue la base. Voilà pour les sanctions. Les droits de douane fonctionnent de manière similaire, mais il existe des différences importantes. Une autre grande composante du système du dollar, du système financier international créé par l'Empire américain, remonte en réalité aux années 1920, lorsque l'on a commencé à observer le passage de la livre sterling britannique, qui avait jusque-là été la monnaie de réserve mondiale. À partir des années 1920 et jusque dans les années 1930, le dollar a pris le relais. Et cela s'est accentué après la Seconde Guerre mondiale. Car l'économie britannique était alors en grande partie en ruine. Une grande partie du capital avait été détruite par la guerre. Les États-Unis, à l'exception d'Hawaï, étaient restés intacts. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis détenaient donc la majorité des réserves d'or, l'or monétaire. Ils étaient la principale puissance industrielle, car leurs principaux concurrents industriels avaient été détruits pendant la guerre. Ainsi, les États-Unis ont conçu le système financier international en plaçant leur monnaie au cœur de ce système, allant à l'encontre de la proposition faite par John Maynard Keynes, comme je l'ai mentionné plus tôt, qui était le Bancor, une proposition pour un actif de réserve mondiale neutre, dont la valeur serait basée sur un panier de différentes. Je veux dire, selon la façon dont Keynes l'a promu, et ensuite selon les propositions d'autres personnes. La valeur de ce Bancor hypothétique pourrait être basée soit sur un panier de différentes matières premières, des matières premières importantes pour l'économie mondiale, et ou sur un panier de grandes devises. Le FMI dispose d'ailleurs de quelque chose de similaire, appelé les droits de tirage spéciaux, ou DTS. Mais les États-Unis ont utilisé leurs droits de veto au sein du FMI pour empêcher les DTS d'avoir un impact plus important dans les affaires financières internationales, et ont également empêché que le panier de devises sur lequel les DTS sont basés n'inclue d'autres monnaies.
Il n'y a que quelques grandes devises. Ils ont bien inclus le renminbi chinois, mais la part du renminbi dans le panier reste très faible. Donc, le fait est que les États-Unis dominent toujours ce système financier qu'ils ont créé. Ils se sont opposés à la proposition de Keynes. Et à la place, les États-Unis ont conçu le système financier avec le dollar au cœur de ce système. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est que l'autre partie de ce système, j'ai parlé du système financier, l'autre partie, c'est le commerce. Maintenant, comment le commerce s'intègre-t-il dans tout cela? Eh bien, après que le gouvernement américain a détaché le dollar de l'or en 1971 lors du Nixon Shock sous le président Richard Nixon, auparavant, le système de Bretton Woods fonctionnait de la manière suivante. Le dollar était la monnaie de réserve mondiale et toutes les autres grandes devises étaient indexées sur le dollar américain à un taux de change fixe. Et le dollar américain avait un taux de change fixe avec l'or, à 35 $ l'once d'or. Donc, n'importe où dans le monde, si vous aviez 35 $, vous pouviez en théorie les échanger contre une once d'or. Ce qui s'est passé, c'est que certains pays, en particulier la France, qui en Europe occidentale a toujours eu une orientation plus nationaliste, se sont montrés plus sceptiques à l'égard de l'atlantisme et de l'hégémonie américaine. Et cela était vrai sous De Gaulle, le dirigeant nationaliste en France, qui entretenait de meilleures relations avec la Russie, l'ancienne Union soviétique. Ainsi, la France échangeait une grande partie de ses dollars contre de l'or, et il est devenu évident que les États-Unis ne pouvaient pas tenir leurs promesses. Il y avait bien plus de dollars en circulation dans le monde que d'or réellement détenu par les États-Unis. Cela était évident depuis de nombreuses années. Mais tout a éclaté sous Nixon en 1971. Avant cela, les États-Unis commençaient à développer un déficit commercial avec le reste du monde, ce que l'on appelle, en termes économiques, un déficit du compte courant. Cela signifiait que dans les années 1940 et 1950, les États-Unis étaient cette superpuissance industrielle, exportant des quantités énormes. Mais dans les années 1960 et 1970, comme l'a montré l'économiste Michael Hudson, l'Empire américain dépensait tellement à l'étranger pour son empire de base militaire, la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre froide. Ainsi, les États-Unis dépensaient tellement à l'étranger qu'ils ont commencé à accumuler de plus en plus un déficit du compte courant, un déficit commercial avec le reste du monde. Les États-Unis importaient de plus en plus et exportaient de moins en moins, surtout après la fin de l'arrimage du dollar à l'or en 1971. Si l'on regarde le déficit du compte courant américain, il a littéralement explosé. Les États-Unis ont commencé à absorber de plus en plus d'exportations de pays du monde entier et sont devenus le principal importateur, ce qu'on appelait l'importateur en dernier ressort. Et ce qui s'est aussi produit, c'est que Wall Street a compris qu'il pouvait attirer les excédents des pays du monde entier. Vous savez, les travailleurs doivent travailler dur et se tuer à la tâche pour produire tout cet excédent. Et cette valeur était ensuite investie à Wall Street par des élites, même dans le Sud global, surtout des élites corrompues. Elles envoyaient leurs richesses vers des sociétés offshore et des paradis fiscaux, puis elles investissaient à Wall Street. Cela profitait donc à Wall Street. On a vu d'énormes bulles sur le marché boursier, une augmentation massive de la demande pour les obligations américaines, alors que les États-Unis creusaient leur déficit. Tous ces dollars circulaient à travers le monde. Les États-Unis ont également fait pression sur l'Arabie saoudite et les pays du Golfe pour qu'ils vendent leur pétrole en dollars, ce qui garantissait une demande mondiale pour le dollar. Ces pétrodollars étaient recyclés. On a donc assisté à cette manne dans le secteur financier, qui était l'inverse du déficit commercial américain avec le reste du monde. Car en économie, le compte de capital est l'inverse du compte courant.
Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les États-Unis exportent de moins en moins et importent de plus en plus. Et ils ont de plus en plus de dettes, ce qui veut dire que les États-Unis importent des biens et exportent des dollars. Donc tous ces autres pays se retrouvent avec un excédent de dollars. Que font-ils de ces dollars? Ils réinvestissent ces dollars aux États-Unis, à Wall Street, ce qui signifie qu'il y a un excédent du compte de capital. Ce capital afflue vers les États-Unis, ce qui provoque une véritable manne. Cela entraîne aussi une désindustrialisation, ce dont, vous le savez, Trump se plaint. Mais tout cela est le produit du système du dollar qu'il veut défendre. Il dit vouloir menacer les pays qui souhaitent se dédollariser. S'il dédollarise, c'est pire qu'une guerre mondiale. Oui, exactement. Donc, ce que l'on constate, c'est qu'en 1971, Nixon a détaché le dollar de l'or. Mais ça n'a pas commencé avec Nixon. Tu sais, Nixon et Trump se ressemblent beaucoup à bien des égards, j'en ai déjà parlé dans ton émission d'ailleurs. Et tu sais, Nixon était perçu comme un républicain populiste, il était très à droite, très anticommuniste, mais il est aussi allé en Chine, n'est-ce pas? C'était un homme politique très étrange, contradictoire, tellement anticommuniste, tellement à droite et conservateur qu'il a pu se rendre en Chine. Un démocrate n'aurait pas pu faire ça, même si les démocrates sont anticommunistes, mais ils auraient été présentés par les conservateurs comme des crypto-communistes, tu vois? Donc Trump, il ressemble beaucoup à Nixon à bien des égards. Et Nixon, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il y avait déjà tous ces problèmes et tendances qu'il précédait. Mais ces contradictions se sont accélérées sous Nixon et ont abouti à une crise. Et je pense que Trump est un président très similaire. Toutes ces tendances dont je parle existent depuis des décennies. Mais maintenant que Trump est là, il fait exploser le système de manière encore plus spectaculaire que Nixon. Pour revenir brièvement à la question des tarifs douaniers et à la façon dont cela s'inscrit dans le déficit commercial américain, Trump se plaint d'un problème qui existe depuis des décennies, n'est-ce pas? Les États-Unis ont ce déficit commercial massif avec le reste du monde, ce déficit massif du compte courant. Et la financiarisation de l'économie américaine, aussi vrai que cela soit, a également conduit à la désindustrialisation des États-Unis et à l'abandon de la Rust Belt. Mais Trump, bien sûr, il accuse la Chine, il accuse l'immigration, il accuse le Mexique. Eh bien, il met en œuvre toutes ces politiques qui servent Wall Street. Vous savez, le Genius Act, qui donne carte blanche aux crypto-monnaies, sa déréglementation du secteur crypto. Trump, d'ailleurs, a aussi mis fin à l'application des lois antitrust. Il laisse donc libre cours à tous ces monopoles d'entreprises. Je veux dire, ces baisses d'impôts pour les riches et les entreprises. Trump alimente donc littéralement cette frénésie à Wall Street. Le marché boursier est dans la plus grande bulle de toute l'histoire. Le marché immobilier est dans une bulle encore plus grande aujourd'hui aux États-Unis qu'avant la crise financière de 2008. Donc Trump, il est tellement contradictoire parce qu'il reconnaît ces problèmes qui existent réellement. Il ne les a pas inventés. La désindustrialisation est un problème majeur, mais il pense que les droits de douane résoudront cette question en empêchant d'autres pays d'exporter vers les États-Unis, ce qui, selon lui, obligera les entreprises à investir aux États-Unis afin de produire des biens localement. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que cela augmente le coût des biens aux États-Unis et ces importations continuent d'arriver. Peut-être qu'elles ne viennent plus de Chine. Peut-être qu'elles transitent désormais par le Vietnam, le Mexique ou un autre pays tiers. Mais cela ne fait qu'augmenter les coûts. Donc les droits de douane de Trump, pour revenir en arrière, il y a tellement de choses que je pourrais dire. Mais pour conclure cette très longue réponse par un bref résumé, comme je l'ai commencé, les droits de douane et les sanctions fonctionnent différemment.
Les sanctions empêchent d'autres pays d'accéder au système financier dominé par le dollar américain et d'obtenir des dollars. Les droits de douane, quant à eux, empêchent les pays de commercer avec les États-Unis, d'exporter vers les États-Unis. Ils bloquent l'accès des pays au marché américain. Mais de manière similaire, ces deux politiques ont accéléré la dédollarisation et n'ont fait qu'encourager les pays à chercher des alternatives à ce système basé sur le dollar américain que je viens de décrire. Cette hégémonie financière des États-Unis qui remonte à près de 100 ans. Et Trump affirme vouloir protéger ce système. Mais encore une fois, de façon contradictoire, il en accélère en réalité la disparition.